France réagit en toute violation des règles internationales. Elle s'est tout de suite déportée sur le terrain et elle a commencé à détruire la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire et elle ne s'est pas en tenue là. Pour moi, si vous estimez que cette flotte-là ne doit plus voler et que vous avez détruit toute la flotte aérienne, vous pouvez vous en tenir là. Parce que, en définitive, vous ne voulez plus courir le risque qu'un avion vole encore pour venir vous attaquer. Donc, si vous avez décidé de façon unilatérale, au mépris du droit international, de vous attaquer à la flotte aérienne d'un pays souverain, je pense que la France aurait pu s'arrêter là. Mais vous avez vu qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Depuis le prolongement, c'est-à-dire après la destruction de la flotte ivoirienne, ils se sont retrouvés subitement à quelques mètres de la résidence du président de la République. Qu'est-ce qu'ils venaient y faire? On ne sait pas. Vous savez tous qu'ils étaient dans un plan très bien dessiné pour faire un coup d'État, donc sauter le président Laurent Gbagbo. Donc, cette situation-là nous a permis clairement de savoir que la France était un acteur majeur de la situation qui se passait en Côte d'Ivoire. Donc, je parle de 2004. Donc, elle était obligée finalement de faire tomber le masque. Donc, on n'avait plus seulement la rébellion à Alassane Ouattara, en tout cas tout ce groupuscule-là, comme personne à contenir, mais on avait aussi la France et au travers de la France, on avait toute la communauté internationale. Vous comprenez? Ou, pour finir, en 2011, il y a eu le parachèvement de toute cette machination orchestrée contre Laurent Gbagbo. Donc, qui était encore à la clé? C'était la France. Et on a vu Nicolas Sarkozy, qui était le président de la France à cette époque-là, dit clairement que Laurent Gbagbo, ils l'ont dégagé pour Alassane Ouattara. Il est monté au créneau. Il a pu faire passer le cas de la Côte d'Ivoire sur toutes les tables européennes. Non seulement au Parlement français, mais bien plus au niveau de l'ONU. Donc, il y a eu cette grande orchestration-là, cette machination-là qui a été montée de toutes pièces, avec à la clé le maître d'œuvre qui était la France. Tout ça pour que Ouattara puisse être président. Maintenant que Ouattara l'est, à la force des armes, s'il doit continuer, s'il doit maintenir, comment on appelle ça, s'il doit rester à la tête de la présidence, il faut toujours qu'il ait l'aval justement de la France. J'ai fait cette rétrospection-là pour vous montrer pourquoi il faut absolument que Ouattara ait le goût de la France pour pouvoir continuer à être à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, il s'y rend, il donne la garantie que, bien évidemment, l'opposition est contenue et que l'opposition, en jargon ivoirien, ne peut absolument rien créer. Donc, eux, ils vont contenir l'opposition, cette opposition-là, ils vont la maintenir, ils vont même l'empêcher de pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qui a été fait depuis pratiquement l'avènement de Ouattara au pouvoir. Donc, c'est l'une des garanties qui a permis quand même à la France de donner le feu vert à Ouattara. Donc, il est en roue libre. Il peut maintenant venir gaillardement annoncer son quatrième mandat. Voilà. Donc, c'est parce qu'il a eu le go de la France qu'il peut maintenant ouvertement, officiellement dire que lui, Ouattara, il va faire le quatrième mandat. Parce que il aurait donné toutes les garanties. Il n'a pas donné que ces garanties-là. Vous pouvez comprendre qu'il a aussi, il a aussi tout cédé, hein, voilà. Voilà, parce que bon, il a besoin de maintenir les acquis du clan. Il a besoin de protéger les intérêts du clan. Donc, contre ça, on est prêt à lâcher du lest. On est prêt à faire des propositions assez importantes quand même, hein, pour que vous puissiez être adoubé. Donc, comme il a eu le go, il vient directement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire que bon, je peux faire le quatrième mandat parce que j'ai eu l'ordre venant de l'Élysée. C'est ce que nous constatons. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous sommes en train d'avancer allègrement vers les élections, il se trouve que l'opposition a des revendications qu'elle a mises sur la table. Vous voyez que Ouattara, en face de ces revendications-là, préfère faire la sourde oreille ou bien faire l'autruche. Il ne s'y intéresse pas, il s'en fout, parce que pour lui, il a déjà le OK de ses maîtres. Donc, il n'a même pas besoin de s'asseoir avec une quelconque opposition pour discuter. Que l'opposition accepte les règles, qu'elle ne les accepte pas, lui, il sait la chose suivante, il a eu son OK. Voilà, donc il est sûr et certain que les revendications de l'opposition n'iront nulle part. Parce que ceux qui peuvent le contraindre à accepter ces revendications-là, lui ont déjà donné leur OK. Donc, qu'est-ce qu'il a à foutre de ce que les opposants revendiquent ou pas? Qu'est-ce qu'il a à foutre que les opposants viennent déposer sur la table
des requêtes concernant les élections ou bien le fait qu'il soit exclu du processus électoral ou de la liste électorale, lui, il n'en a rien à cirer. Parce que il a déjà la couverture qu'il lui faut. Que les opposants crient, que ne crient pas, ça, c'est pas son problème. Donc, quand il vient, il est confiant, il est rassuré, il se dit qu'il tient le bon bout, il a l'aval de la France, l'opposition n'en a rien à cirer, parce que selon eux, l'opposition ne peut rien créer. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il va faire des remaniements à la tête de l'armée. Donc, il va mettre des proches, des gens sûrs à la tête des différents commandements d'unité. Parce qu'ils se disent la chose suivante. Il faut bien évidemment que nous ayons l'entièreté du contrôle de l'armée. Comme ça, si jamais il y a du grabuge, on est sûr de pouvoir maîtriser la situation. Mais ça aussi, c'est fait avec l'aval du grand patron. Il faut être sûr que les hommes que nous mettons à la tête des unités, nous les maîtrisons. Parce que par le passé, on a déjà vu que l'armée, à un moment donné, a pris un autre chemin autre que celui qu'elle devait prendre. Donc, pour qu'on puisse maintenir, comment il s'appelle, le général, là, le général du corps d'armée, celui qui gère la gendarmerie, les Apollo et consorts et tout ceci là, pour qu'on continue de les maintenir, parce que vous savez qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite, mais il a été reconduit. Normalement, il ne le devrait plus. Donc tout ça, c'est avec l'aval du grand patron. Donc pour eux, leur affaire est bien calculée, tout est bien dessiné. On attend maintenant tout simplement d'aller allègrement vers les élections. On active le Conseil constitutionnel qui fait la sélection des candidats qu'il faut, donc des poids morts, pour donner une certaine légalité, voilà, pour faire passer cette élection-là pour quelque chose de crédible. Donc, on se permet de choisir des candidats sur le volet qui friseraient, qui seraient des candidats de l'opposition, mais on sait que non. Donc, le plan est bien calé. Cuibier fait son travail. Il ne relance pas la révision de la liste électorale parce que cela entraînerait l'inscription des candidats qu'on ne veut pas. Parce que ce candidat-là, je parle du candidat du PDCI, a fini par rentrer dans les rangs en ayant tous les documents qui lui sont demandés pour se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, si on fait, bien évidemment, la révision de la liste électorale, il va se retrouver inscrit. Donc, comme on ne veut pas qu'un des candidats qu'on ne veut pas voir candidater se retrouve sur la liste électorale, on ne fait pas tout simplement la révision. C'est pour cela que, ayant décidé de faire la révision après les élections, dans le mois, je crois, de décembre, ils ont tout simplement annulé complètement même de faire cette révision-là dans l'année de 2025. Donc, vous voyez, tout ce plan, toute cette machination-là a été bien pensé, a été bien réfléchi, tout est prêt. Il faut maintenant donner, je vais dire, il faut passer à l'autre étape. L'autre phase, c'est de, chez nous on dit garant. Donc, ils vont garant l'opposition. Ils vont envoyer des menaces claires à l'opposition. Qui le fait? C'est Birahim Atene, le ministre de la Défense. C'est l'un des maillons les plus forts du système. Toutes les arrestations que vous voyez, les jeunes blogueurs et tout ça, c'est vrai. Le maître en chef, c'est Ouattara, c'est clair. Dites-moi de vous à moi, est-ce que Ouattara connaît Ziggy? Il ne connaît pas Ziggy. Est-ce qu'il sait même qui c'est? Il ne sait pas. Est-ce que Ouattara connaît Pascal Zaonli? Je ne pense pas. Donc, le maître, le grand penseur des arrestations que vous voyez, celui qui fiole, celui qui décide de qui on doit arrêter, celui qui met en branle toute son équipe pour museler cette opposition-là, il s'appelle Brahim Anteni Ouattara. C'est l'un des maillons forts de ce système-là. Donc, les arrestations que vous voyez là, c'est lui en fait qui est le véritable chef d'orchestre. C'est vrai que il a l'autorisation, il a carte blanche de Ouattara, donc il peut se permettre d'arrêter tout le monde sans autre forme de procès. Vous voyez, donc c'est lui qui permet tout ça. Les tortures en un point fini dont les gens sont victimes lors de leurs arrestations, c'est lui parce qu'il a besoin d'aveux. Il a besoin de justifier auprès de Ouattara hein, les budgets qu'on lui alloue voilà, pour étoffer son équipe, pour mettre en place son système de renseignement et tout ça, pour faire des demandes même avec des coopérations hein, des pays étrangers pour renforcer le système de renseignement de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut vraiment il faut vraiment soutirer des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Et ça se fait par le biais de la torture. Donc, c'est Ibrahim Atene Ouattara, donc celui qu'on appelle le fioleur, c'est celui qui est à la base
de tous les enlèvements que vous voyez là. C'est lui. C'est lui qui fait ça. Voilà. C'est lui qui fait ça. Donc ça, n'oubliez pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment le chef d'orchestre des enlèvements. En fait, c'est le père des encagoulés. Bon, on sait, hein, beaucoup se sont posé la question. C'est lui. Voilà. C'est sur lui que se retrouve tout. C'est sur lui. Hein, c'est à lui qu'on dépose le dossier. Voilà, de tous ceux qui seront enlevés. Quand vous voyez les convocations comme ça, c'est vraiment Tene Ouattara. Mais j'en viens, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le plan est bien dessiné, tout est bien arrêté. Et puis, subitement, l'opposition a besoin de pouvoir jouer le rôle du contre-pouvoir. L'opposition a besoin de niveler le rapport des forces. Mais si on va en rang dispersé, ce n'est pas que ce n'est pas jouable. Mais dans la condition actuelle, aller en rang dispersé en face d'une dictature, je pense que vous partez comme déjà des perdants. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la force du nombre est très importante. Le rapport des forces, il faut véritablement qu'il soit inversé. Mais dans le sens voulu, pas dans le sens, comment on appelle ça, du pouvoir de Ouattara. Alors, l'opposition a décidé d'acter ce que vous connaissez tous, le Front commun. Le Front commun, en son sein, n'a que deux partis, le PDCI et le FPI. Et puis à côté, un mouvement citoyen que tout le monde peut rejoindre, s'il le veut. Donc, le Front commun a en son sein les deux partis les plus représentatifs de Côte d'Ivoire. Quand on se fie à la cartographie politique en Côte d'Ivoire, le Front commun, du fait qu'il a en son sein deux des grands partis les plus représentatifs, acquiert de facto la majorité. Et c'est cette majorité-là que nous voulons appliquer véritablement sur le terrain. Donc cet essai de la majorité, je ne dirais pas habituelle, ou de la majorité qu'on peut constater, on a besoin de transformer cette majorité-là sur le volet, comment on appelle ça, du terrain politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que, en fait, pour ceux qui ont pris acte ou qui ont pris connaissance des actes constitutifs du Front commun, vous allez voir que tout ce que nous allons faire comme action politique, nous le faisons en synergie. Ça veut dire que si le PDCI communique, en fait, c'est comme aussi le PPACI qui communique. Parce que c'est écrit dans les actes constitutifs. Parce qu'on a une même stratégie politique qu'on va adopter qui sera commune. On a une communication efficiente avec le PDCI qu'on va acter. Donc, tout ça, c'est pour faire le contrepoids du pouvoir. Donc, c'est pour avoir, bien évidemment, la force du nombre avec nous. Une fois qu'on l'a, on peut passer maintenant à l'action. C'est très, très important. Donc, vous voyez que le Front commun n'a pas été créé au hasard. Ce n'est pas juste pour faire plaisir, pour dire que oui, toute opposition ensemble. Non. C'est d'abord pour acter le fait que les deux partis les plus représentatifs étant ensemble, nous créons forcément la majorité, donc la force du nombre. Et cette force-là, mise dans la balance, peut inverser la tendance. Donc le poids de cette force peut rebattre, redistribuer les cartes. Et c'est un signal qu'on envoie en fait au patron de Ouattara. Parce que qu'est-ce qui a permis à la France de bombarder le président Laurent Gbagbo pour installer Ouattara? C'est simplement sur la base que le PDCI et le RDR étant ensemble, ils forment indubitablement la majorité. Vous le savez bien. Donc c'est l'un des points clés sur lesquels les gens se sont appuyés pour légitimer le pouvoir de Ouattara en bombardant la résidence du président Laurent Gbagbo. Donc, comprenez que ça son pesant, ça vaut son pesant. C'est pour ça que les deux parties décident de se mettre ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Maintenant, comme je le disais, il faut transformer cet essai-là sur le terrain. On organise la première marche. Quelle est la première marche? C'est celle du 9, qui va venir jeter l'effroi dans le camp de Ouattara, mais bien plus dans le camp de ses patrons. Cette marche-là a redistribué ou alors a remis sur la table certains projets qu'ils avaient déjà actés. Comment? Ouattara a donné la garantie qu'il tient l'opposition et que les Ivoiriens, il a assez terrorisé les Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent revendiquer. Il a fait de tout son mieux pour que les Ivoiriens
perdent le goût de la mobilisation qu'on leur connaît tant. Parce que pour lui, les mesures répressives ont tellement été bien utilisées que les Ivoiriens, gagnés par la peur, n'oseront plus jamais, en tout cas, manifester à grande échelle. Remarquez que pour acter cela, ils ont aussi utilisé ce narratif-là. On ne doit pas sortir pour mourir pour un opposant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça a été pensé et voulu de la sorte. On fait passer un message pour dire ce n'est pas utile de mourir pour un politicien. La question à poser, c'est laquelle? Est-ce que le fait de sortir serait égal à la mort? C'est ça la question en fait. Est-ce que le fait de marcher ou de protester serait un crime de lèse-majesté qui est puni de mort? Parce que quand les gens disent si vous sortez pour un politicien, vous allez mourir, c'est simplement que ça veut dire si vous exercez votre droit le plus élémentaire que vous confère la loi, c'est-à-dire de protester librement, cela équivaudrait à mourir. La deuxième question, c'est qui vous tue? Voilà, c'est ça, qui vous tue? Parce qu'on dit, si tu marches pour un politicien, tu vas mourir. Mais qui tue ceux qui marchent pour les politiciens? C'est ça la question. Donc, il faut s'aimer, je veux dire, ce genre d'argument-là, il faut le distiller au sein de la population pour créer ce sentiment de crainte et de peur. Et les gens commencent à dire, ah mon cher, moi, je me cherche, moi, il n'ai pas donné ma vie. Les politiciens eux-mêmes, ils n'ont qu'à sortir dans la rue. Vous voyez, non? Ça, c'est sorti des laboratoires du RDR pour déjà effriter tous les efforts qu'on a consentis pour que les Ivoiriens reprennent confiance en eux, pour qu'ils puissent reprendre les rues. Vous comprenez? Mais les gens ont continué à nous lessiver, à nous bassiner les oreilles, en tout cas, à jouer ce refrain-là. Regardez même que même sur les chaînes de télé, donc les chaînes de télé proches du RDR, donc NCI, comment on appelle ça, Live TV, même la Une et tout ça, on disait toujours qu'il ne faut pas sortir marcher pour un opposant. Il ne faut pas donner sa vie. Ça a été fait exprès. Vous comprenez? Ça a été fait exprès. Tout ça contribue à empêcher, après avoir utilisé la forme brute, la forme, comment je peux dire ça? Oui, la forme brute, on utilise maintenant le soft power pour parler, pour faire un lavage de cerveau, voilà, en répétant à chaque fois. On ne sortira pas mourir pour un opposant, pour un politicien. Voilà. On ne sortira pas mourir pour un opposant. OK? Donc, pour eux, tout était pratiquement clair. Excusez-moi, je vais charger mon portable qui est en train de se décharger. Bon, je vais attendre que ça à 10%. Donc, pour eux, tout était clair, tout était arrêté, tout était calé pour que les opposants prennent peur et ne sortent pas. Donc, le test grandeur nature de la force du front commun et au-delà de cela, le mouvement citoyen va faire son premier test grandeur nature, comme je le disais. Si la marche du 9 avait accouché d'une souris, on ne serait plus en ce moment même en train de parler de 4e mandat. Parce que ça voudrait dire que l'opposition n'a pas les moyens et les ressources pour s'opposer à ce 4e mandat-là. Ça voudrait dire que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ont décidé d'abandonner tout simplement la lutte pour le 4e mandat. Donc, la marche du 9 a scellé à mi-parcours, à moitié, le sort de Ouattara. Sachez-le, hein. La marche du 9, là, ça a scellé le sort de Ouattara à 50%. Juste après la marche du 9, il a couru aller en France. Non, il a été convoqué. Il a été convoqué. Vous savez pourquoi cette marche-là n'est pas passée auprès des Occidentaux, de la France et tout ça? Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai dit, mais je vais le redire. Vous avez suivi le reportage de France 24. Vous avez vu ce qu'ils ont dit de la marche. Vous avez vu l'effet qu'ils ont voulu apporter, le discrédit qu'ils ont voulu jeter sur les marcheurs. Ils ont dit, oh, il n'y avait pas grand monde, il y avait 10 000 personnes, c'était un petit... Quand vous voyez ce genre de reportage-là, c'est que effectivement l'effet escompté a eu lieu. C'est que ce à quoi ils ne s'attendaient pas là, c'est ce qui est arrivé. Donc, il faut amenuiser ou bien il faut cacher l'effort que les Ivoiriens ont fourni. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris que ça fait tache d'huile là-bas. Donc, de facto, Ouattara, il est convoqué et on va lui dire, mais
Tu nous avais quand même promis, tu nous avais dit que les Ivoiriens, étant timorés, étant dans la peur, ben, ne pouvaient plus prendre leur destin en main, donc ne pouvaient plus se lever pour marcher parce que tu avais pu arriver à ta fin qui est de les empêcher de manifester. C'est-à-dire que tu as sémé la peur dans le cœur là, de ces Ivoiriens-là. Mais ce que nous avons constaté, mais c'est très dangereux. Tu t'imagines, il y aurait eu un simple débordement que tu n'en serais même pas venu à bout. Et ça pouvait créer quelque chose de très, très grave. Comment ça se fait que nous sommes arrivés là? Donc, ça veut dire que, en fait, tu nous fais croire que tu maîtrises la situation, mais tu ne maîtrises absolument rien. Vous voyez? Et ça, les gens ont fait cette remarque et ce constat-là. Parce que pourquoi? Quand Ouattara revient de la France après la marche du 9, vous n'avez pas vu que la répression est montée d'un cran? Vous n'avez pas constaté ça? D'abord, le procureur est sorti sur NCI pour menacer d'arrestation tous les marcheurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils ont les moyens de repérer tous ceux qui prennent part aux marches. C'est une menace directe, ouverte, à ceux qui vont désormais participer aux marches. Avant, ils ne le disaient pas. Mais cette fois-ci, ils ont décidé d'aller plus loin. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont joint l'acte à la parole. Ils ont arrêté des marcheurs. Ils n'ont pas communiqué là-dessus, à souhait, mais il y a des marcheurs qui ont été arrêtés. Donc, c'est une façon de nous menacer. Parce que cette marche-là a fait beaucoup de mal. Hein. Ça, je vous le dis. Ça a scellé le sort à moitié de Ouattara. À la suite de la marche, il y a eu la rencontre du 16 avec le président Laurent Gbagbo. Vous avez vu le monde encore. Donc, les gens comprennent que l'opposition est véritablement celle-même qui est le maître du jeu. Seulement, elle apprécie la situation en fonction des événements sur le terrain. Donc, c'est nous qui impulsons le rythme. Voilà. De soit on marche, soit on proteste, soit on essaie de discuter, soit on essaie de poser le débat, on essaie de mettre bas la tête. Donc, ils ont compris qu'en fait, c'est nous qui allons inculquer la dynamique de l'évolution politique en Côte d'Ivoire. C'est l'opposition qui la tient. Donc, je le disais, hein, le sort de Ouattara n'est pas entre les mains des Français, tout ça. Le sort de Ouattara se retrouve dans la main des Ivoiriens. Sachez-le, le sort de Ouattara, c'est nous qui tenons son sort. Son sort n'est pas tenu par quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui tient le sort de chaque être humain, mais le Seigneur nous l'a confié. Donc, la volonté du peuple est la volonté de Dieu. Vous le savez très bien. Voilà que, face à ce blocage-là, parce que comprenez que le président Laurent Gbagbo, avec bien évidemment le Front commun, a tendu la pêche à Ouattara. Le communiqué qu'il a fait écrire ou qu'il a fait lire par Maître Abiba a été un communiqué qui appelait Ouattara à une dernière chance, à saisir la main tendue. Normalement, de Ouattara au président Laurent Gbagbo, qui doit donner la main, qui doit dire voici ma main tendue. Je ne sais pas si vous comprenez. Suivez très bien les agissements de Laurent Gbagbo. Si vous suivez exactement les agissements, vous allez comprendre ce qui se passe, où on va, surtout vers quelle fin on va arriver. Le président Laurent Gbagbo, il a toujours raison. Hein. Il n'a jamais tapé poteau dans son pronostic. En tout cas, sur la scène politique ivoirienne, c'est l'un des rares politiciens à prédire ce qui va arriver. Et toujours ça tombe. Donc, vous voyez, il a porté un geste, il a fait un geste de haute portée. Il a fait une main tendue à Ouattara pour lui dire, je t'offre une dernière chance. Et cette dernière chance-là, c'est de te permettre de sortir par la grande porte. C'est de te permettre, en tout cas, de t'en tirer en un seul morceau. Parce qu'il n'est pas encore tard pour ça. Qui a suivi? Excusez-moi, je vais charger un peu mon téléphone. C'est un peu déchargé. Voilà. Qui a suivi cette partie-là? Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il a fait lire le communiqué. Ok, bonne nuit. Il a fait lire le communiqué par Maître Abiba. Ok? Et elle a lu pour dire à Ouattara, il est encore temps. Parce que le président Laurent Gbagbo sait déjà d'avance ce qui va se passer. Il sait que Ouattara est dans une situation intenable, inconfortable. Ne vous laissez pas blaguer par cette contenance, cette suffisance. Quand vous voyez les Adjoumani en train de s'adresser à nous, et puis voilà, ils ont cette condescendance. Quand vous voyez le porte-parole du gouvernement
celui qu'on appelle Michelin, là, quand vous le voyez parler avec une telle arrogance, que cela ne vous affecte même pas. Les gens ne dorment pas, hein. Ils ne dorment pas du tout. Il y a... En fait, ceux qui ont vraiment peur, ce sont eux. Ce n'est pas nous. OK? Et donc, cette marche du neuf là, ayant créé le trouble en leur sein, ils ont fait monter la répression d'un cran. C'est pour ça que vous voyez le procureur tant agité, les menaces un peu partout, on ratifie les conventions, ça et là. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à foutre avec la convention de Budapest? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à foutre dans la convention de Budapest? Mais pourquoi ils le font? Ce sont des messages qu'ils sont en train d'envoyer à tous ceux qui vont se constituer comme relais pour ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous autres, là, on va nous effeurer pour dire, vous voyez, on est dans la convention de Budapest. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des pays à l'extérieur ou bien vous êtes à l'étranger que vous allez échapper à la justice ivoirienne parce qu'on a les moyens maintenant, aujourd'hui, de pouvoir collaborer avec les justices de ces pays dans lesquels vous êtes. Donc, voici le message qu'on nous envoie. Parce que quand demain, les choses vont se passer, les informations sur le terrain, c'est nous autres qui avons la latitude de nous exprimer là, qui allons pouvoir constituer un relais de tout ce qui se passe sur le terrain. Et ça va alerter tout le monde. Les Ivoiriens sauront réellement ce qui se passe. Et ça va faire quoi? Ça va tonifier la lutte. Ça va encore donner plus de force à la mobilisation. Donc, il faut couper toute forme de relais. Il faut empêcher que la mobilisation du 4 soit rééditée. Vous comprenez? Et je l'ai dit. Donc, l'annonce de la marche du 4, là, c'est un tsunami que ça a envoyé dans le camp bon, j'ai dit des rebelles dans le camp du RDR. Alors, je vous le dis. Vous voyez, dès qu'on a annoncé la marche, on a annoncé, je crois, la marche hier. Déjà, les gens sont convoqués. Donc, vous comprenez que la marche du 9, là, a créé le trouble, a empêché les gens de dormir, a secoué le cocotier dans le camp. Vous voyez, non? Parce que si nous rééditons ça une seconde fois, on scelle le sort de Ouattara, mais à 95%. Les 50% qui restent là, je vais vous dire ce qui va sceller son sort. Vous voyez? Et c'est ça le danger. Maintenant, pour eux, quand ils font ça, parce que je suis convaincu que c'est pour les arrêter, hein. Voilà. Je suis convaincu que soit c'est pour les arrêter s'ils ne cèdent pas sur l'annulation de la marche, parce qu'ils vont leur demander d'annuler, ou alors de faire un report. En tout cas, ils vont mettre une forte pression pour que les partis politiques, en tout cas le Front commun, en tenant ces différents responsables-là, parce que regardez les têtes, ceux-là, ils ont fait le tour tout dernièrement, avant même, c'est ceux-là qui ont fait le tour d'Abidjan pour la marche du 4. C'est eux qui ont travaillé à la mobilisation de la marche du 4. Ils ont fait un travail formidable. Ils ont écumé tous les comités de base des différents partis politiques, et avec le PDCI, et avec le PPACI. Et le résultat s'est fait sentir sur le terrain. Bien évidemment, nous autres avons pris le relais par l'aspect numérique, mais ceux qui sont au four, au moulin, qui sont au charbon, là, c'est ceux-là. Donc, ils vont les tenir comme une pièce à conviction pour faire chanter, en fait, l'opposition. Parce que cette marche du 4 là ne doit pas avoir lieu. Je vous le dis. Pour eux, en tout cas, ça ne doit pas avoir lieu. Il n'y a pas pire cauchemar que la mobilisation populaire. Et on a réussi la mobilisation du 9. Ça a envoyé un très mauvais signal chez les patrons de Ouattara. Ils veulent tout sauf une crise en Côte d'Ivoire. Parce qu'une crise en Côte d'Ivoire va échapper, va créer une situation où ils n'auront plus un quelconque contrôle sur ce qui se passe. Et ils redoutent ça au plus haut point. En l'état des choses, dans l'époque où nous nous trouvons, aucun chat ne peut tirer sur une foule en mouvement. Personne ne peut se permettre de créer ça. Ça ne peut pas exister. Ça, il faut que vous le sachiez. Aucun responsable d'armée ne va prendre sur lui le risque de tirer sur une population en mouvement. Pas maintenant, là. Ce n'est pas possible. Parce que regardez quelque chose.
quand Compaoré saute là, il y a quoi devant lui? Il a la RSP, la garde proche, sa garde proche, qui était le corps d'armée, qui était le plus bien armé avec toute la logistique. Vous voyez, ils pouvaient massacrer la population, mais le nombre, cette mobilisation qu'ils ont vue là, ils ont fui. Donc, quand ils font des démonstrations de force, normalement, une armée, elle est là pour veiller à l'intégrité du territoire. L'armée joue son rôle régalien, qui est de veiller non seulement sur l'intégrité du territoire, mais qui est de veiller sur les citoyens. On ne met pas l'armée pour tuer ses propres citoyens. Parce que ce sont ces citoyens-là qui prennent soin. Ce sont eux qui payent l'armée. Pour que cette armée-là joue son rôle régalien, qui est de protéger les institutions et de protéger l'intégrité du territoire, mais aussi la sécurité des biens des personnes. Donc l'armée n'est pas un élément, un outil d'avilissement, d'asservissement, et surtout un moyen de pouvoir garder le pouvoir. Si c'était ça, les dictateurs n'auraient jamais perdu le pouvoir. Ils seraient tous morts au pouvoir. Vous comprenez? Pour dire que l'armée ne sauve pas. Et c'est le plus faux calcul que fait le RDR. Parce que à la vérité, quand Ouattara, il se dit la chose suivante. Les Français m'ont adoubé, mais la France ne peut plus faire voler un hélicoptère. La France ne peut plus se tremper dans une histoire interne d'un de ses anciens précaires. La France ne peut plus faire ça. D'abord, pour qu'elle le fasse, il a fallu que ce soit sous le mandat, sous le sceau de l'ONU. Ça dit qu'il fallait qu'en Conseil de sécurité, les membres permanents décident à l'unanimité de permettre que la France puisse lever ses hélicoptères pour bombarder une résidence. Il fallait. Donc, quand je regarde ça, attendez, il y a bloqué un mouton. Bon, il sait que mes motos dorment parce qu'il s'est fait tard. Excusez-moi, il a bloqué le mouton. Ils font comme s'ils n'aiment pas la vérité. Oh, ils aiment la vérité. Voilà. Donc, la plus grande erreur, c'est de penser que leur salut là va venir de l'armée. Voilà. Alors que l'armée, d'abord, ceux qui constituent l'armée, c'est d'abord des citoyens. C'est des citoyens ivoiriens. Et quand il y a des citoyens ivoiriens, ils ont de la famille qui sont aussi citoyens. Vous comprenez? C'est pour ça qu'une armée ne peut pas se tourner contre son peuple. Ça n'existe pas. Et vous allez voir que lorsque les dictateurs ont sollicité l'appui de l'armée pour sauver leur pouvoir, l'armée n'a jamais abdiqué. L'armée n'a jamais suivi ces dictateurs-là. D'où la chanson « Vive le général, abat le général ». Parce qu'à un moment donné, tu as comme l'impression que l'armée va te suivre maintenant. Donc, il suffit seulement de faire une rétrospection de l'histoire politique des différents pays où il y a des dictateurs. Vous allez comprendre que l'armée lâche toujours les dictateurs. Donc, c'est l'une des plus grandes erreurs. Donc, je disais, la France ne viendra pas se mêler de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que pour le faire, il faut un mandat onusien. Donc, il faut que les 5 permanents du Conseil de sécurité puissent à l'unanimité valider en 2025 là, que la France vienne prendre l'hélicoptère pour bombarder. Et puis, la France va bombarder qui? Elle va bombarder des citoyens. Parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Donc, quand elle va intervenir là, c'est pour tuer qui? Donc, vous voyez, ceux qui vous ont protégé, qui vous ont donné JT couvert, qui ont ouvert la voie toute tracée pour que vous soyez au pouvoir, ils ne pourront pas se mêler à la situation qui va se poser là. Ils ne pourront pas. Rappelez-vous quand le président Laurent Gbagbo, à quelques heures de son arrestation dans sa résidence, il a eu à donner une interview à LCI. Il a posé une question fondamentale. Il a dit, que vient faire la France dans une question électorale? Que vient faire la France dans une question électorale? Donc, cette question-là demeure d'actualité. Que viendra faire la France dans une question électorale, qui est une question purement nationale? C'est une question qui est domestique. Donc, si les Ivoiriens sortent pour réclamer ce qu'il y a lieu de réclamer,
c'est pas la France qui va venir empêcher que les Ivoiriens sortent.